Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmana, Chino, Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Je suis de retour après 10 jours d'absence. J'étais en déplacement parce qu'il fallait finalement prendre un petit moment avec la famille. Et donc là, je suis de retour. Et vous l'avez donc remarqué que j'étais pas là et que Critique Info revenait un peu avec les anciens numéros ou les émissions qu'on avait enregistrées au préalable. Alors, ce qui est, d'abord, je vais dire que là, je ne me sens pas très bien parce que là, j'ai une voix qui sèche. Mais ça ne m'empêche pas de travailler. Alors, avant de commencer, vous savez, nous commençons toujours par une note de bonheur, une note de joie, une note rose. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à une jolie petite fille. Elle s'appelle Parfaite Ndaya. C'est bien la fille de Mary Ndaya, qui est une collaboratrice de Congo Buzz qui travaille ici. Donc, sa fille fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire à cette généreuse et bien belle jeune dame. Merci à toute sa famille. Mesdames et messieurs, alors là, je commençais, mais il y a tellement beaucoup de choses qui se sont passées après moi, beaucoup de choses. J'avais envie de parler, mais à un moment donné, quand vous avez travaillé pendant 7 mois d'affilée, en faisant au moins 4 émissions par jour, il arrive que vous soyez fatigué. Il arrive que vous soyez terriblement épuisé. Vous avez donc envie de vous régénérer. Vous avez envie de vous reposer. Et donc parfois, on était obligé de garder silence, même quand on voit les choses se passer. Mais je reviens, je crois qu'avant, je vais revenir pour gagner le temps de tout ce qu'on avait finalement raté. Mais là, je veux commencer avec la question de la MONUSCO. Cette question de la MONUSCO qui, personnellement, m'embête un peu. Ça m'embête pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que nous n'avons pas compris, le Congolais dans son ensemble, on n'a pas compris exactement c'est quoi l'essence de ce combat. On va dire, le Congo mène un combat. C'est le combat du développement. C'est le combat de l'indépendance. C'est le combat de l'épanouissement. C'est le combat de la reconstruction. Mais le plus grand hic de tous les temps a toujours été le système que nous avons choisi. Le système que nous avons choisi est un mauvais système. C'est le système de la reproduction du mal qui a caractérisé notre sous-développement. Mais nous continuons. Parmi ces mots que nous allons citer tout à l'heure, vous avez la disculpation et l'effet spectacle. Ça veut dire que les gens se sentent bien quand des petites phrases sont dites en leur faveur. Le Congolais peut te laisser, si seulement tu lui dis qu'il souffre, et que si seulement tu dis que ce n'est pas toi la cause de ton problème, le problème c'est l'autre. Il est très content, il pense que ça résout le problème. Identifier le problème, ce n'est pas résoudre le problème, c'est seulement connaître le problème. C'est-à-dire un pas vers la résolution, mais ce n'est pas la résolution. Donc on ne peut pas jubiler parce qu'on a pointé du doigt le problème. Non. On ne jubile pas. Au contraire, on redouble de force. On cible bien. Maintenant qu'on va d'abord la question, on organise l'attaque et on sait jusqu'où on va aller. Mais malheureusement, nous, une fois qu'on nous dit ça, c'est qu'on est très content. Voyez-vous? Et on peut le remarquer dans tout le sens. Il suffit de dire que c'est le diable votre problème, on est bien d'accord. Il suffit de dire que voilà, c'est Kabila qui était le problème, on est bien d'accord. C'est Mobutu qui était le problème, on est bien d'accord. Et c'est le Rwanda qui est le problème, on est bien d'accord. Mais nous n'arrivons pas à comprendre que nous devons, au-delà du fait qu'on a identifié le problème, scruter la question et apporter beaucoup de raisons. Vous savez, le raisonnement depuis un certain temps, ce n'est pas l'affaire des Congolais. Quand on doit réfléchir, ils sont pas très prêts, ils sont pas prêts à réfléchir et ils sont prêts à conclure, à juger et c'est bon comme ça, accuser, à s'excuser, ils sont forts dans ces choses, mais ils ne sont pas forts dans l'analyse du problème. Venons-en au fait. Le rapport de la MONUSCO, bon sang, mais c'est du, excusez-moi, du peu que je vais dire, c'est du bluff. Mais quand la MONUSCO dit que le Rwanda, parce que là j'ai entendu les gens dire, et on a cette capacité de déformer l'information en fait. Parce qu'on veut simplement jubiler. On dit non, le Rwanda, on a accusé finalement le Rwanda, on a pointé du doigt le Rwanda, mais quelle grâce, quelle faveur, on est maintenant content. Non, c'est une réussite diplomatique. Ce n'est pas une réussite diplomatique.
Nous sommes en voie peut-être, mais ce n'est pas une réussite diplomatique. On ne peut pas, puisqu'il y a beaucoup de pièges dans ce rapport. Beaucoup de pièges. Je vous dis les uns après les autres. En fait, pour comprendre cette question, il faut comprendre la dynamique du monde, comment le monde évolue. Si vous comprenez comment le monde évolue, si vous comprenez les pressions dans ce monde, si vous comprenez les cercles d'intérêt dans ce monde, vous comprendrez un peu de ce qui se passe au Congo. Je vous dis, le rapport évite des termes comme agression, évite des termes comme invasion, évite des termes comme occupation, évite des termes comme population, attaquer les populations. Et même quand il faut parler d'attaquer les populations, il attribue ces populations, ces attaques-là au M23, qui généralement, le M23, nous connaissons tous l'état-major rwandais. En fait, à moins que vous soyez, voilà, pour ne pas comprendre. Nous connaissons tous que la tête de l'iceberg de cette affaire semble être congolaise, cette tête, mais en réalité, l'âme, le corps, l'esprit, il est rwandais. On n'a même pas besoin d'aller réfléchir, on n'a pas besoin d'aller faire l'université pour comprendre que c'est le Rwanda qui nous menace. Et on n'a pas besoin d'un rapport pour le faire. Puisque si nous jubilons par rapport à un rapport qui est sorti, ça veut dire que nous cautionnons la thèse selon laquelle nous sommes encore des primériens. Nous sommes encore des enfants dans une école et on attend la proclamation, on attend la désignation. Pourtant, nous sommes un pays responsable, en fait, on va dire. On est un pays responsable, c'est à nous de décider de ce qui va venir avec nous. On ne peut pas être content parce qu'un rapport pointe du doigt notre agresseur sans plus. Parce qu'on a fait que pointer du doigt, on n'est pas allé plus loin. On a fait que pointer du doigt. En principe, notre comportement et notre attitude allaient beaucoup plus faire avancer les choses si nous n'avions pas jubilé. Si pour nous, ce n'était pas un motif de gloire ou un motif de succès. Vous savez, dans une lutte, quand vous gagnez des étapes, évitez de jubiler parce que l'ennemi peut comprendre et puis vous attaquer pendant que vous jubilez. Ce que vous devez comprendre, c'est que pourquoi c'est arrivé maintenant? Pourquoi il fallait attendre que l'on chasse ou que l'on demande que l'on chasse le porte-parole, à mon avis, véreux de la MONUSCO pour que le rapport tombe? Donc, ces gens ont joué à ces choses-là. Il fallait autant de morts, vraiment? Donc, vous pensez que tous ceux qui sont tombés, pas par les balles de l'ennemi, mais par les balles de ceux qui sont censés protéger le Congolais, vous pensez que les rapports est suffisant? À un moment donné, je me dis, mais où on est humain, où on ne l'est plus, où on a cessé de l'être. Puisque comment ça peut vous caresser, comment ça peut vous plaire que le rapport vienne subtilement, en fait, je vais dire subtilement vous condamner, hein, je vais vous dire pourquoi c'est subtilement vous condamner. Le rapport vient faire, on va dire, un petit jeu en vous faisant croire qu'il est avec vous alors qu'il n'est pas avec vous, vous allez le comprendre tout à l'heure, qu'il n'est pas avec vous, mais vous pensez qu'ils sont avec vous. Et vous oubliez tout de suite toutes ces personnes qui ont été tuées par la MONUSCO. Parce qu'il faut le dire, la MONUSCO a tiré sur des populations. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un rapport que je prends, c'est la société qui nous rapporte les faits. Des gens sont tombés. Des Congolais, des manifestants, ils sont tombés. Oui, on va dire, ben, ces gens-là sont allés quand même menacer la MONUSCO. Ils sont allés menacer la MONUSCO après 20 ans, au cas où on oublie. Ils sont allés menacer après 20 ans d'interpellation, après 20 ans de plaintes, après 20 ans de mémos, après 20 ans de manifestations. Je ne vous parle pas de 20 minutes, je ne vous parle pas de 20 heures, je ne vous parle pas de 20 jours ou de 20 mois. Je vous parle de longues, pénibles 20 années. On ne peut pas comprendre ça comme ça. Et on ne peut pas... Citez-moi un seul pays que vous connaissez où les Nations Unies, où une de leurs missions est Boma Bato, peuvent attirer la Kimia. Peuvent indemniser Bangote. Aujourd'hui, tous ceux qui sont tombés sont partis. Ça veut dire que la MONUSCO ne pense même pas à comment indemniser les familles. Non, ne pense même pas à ça. Cette question-là n'a même pas été évoquée. Et vous allez voir qu'aucun rapport ne va incriminer la MONUSCO. Si c'était la police congolaise, on allait l'incriminer. Il y aurait des rapports maintenant. Les rapports des ONG par-ci, les rapports des ONG par-là, droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. Donc, on comprend ici que la MONUSCO, elle peut abattre les gens comme ça, on va dire, entre guillemets, légitime défense. Donc, elle peut utiliser sa légitime défense pour tuer les gens. Mais nos policiers ne peuvent pas. Si nos policiers le font, eh bien, on accuse le policier et les rapports internationaux vont le signaler. Les ministres de l'Intérieur sera finalement incriminé. Il y aura une sanction internationale. Mais ceux qui ont fait ça, eux ne seront pas là. Est-ce que vous pensez vraiment que la MONUSCO n'avait aucun moyen de contenir la population?
Avec tous les équipements que la MONUSCO avait n'avait aucun moyen de contenir cette population qui n'avait pas d'armes. Vous êtes vraiment sûr? Non, ça veut dire on fait des choses comme ça puisqu'on sait que vous n'allez rien faire. Parce que sur Panami Tsunabango, ils ne vous considèrent pas. Vous n'êtes pas donc des humains. Et ça peut-être ça peut être fort de vous le dire, mais c'est comme ça. Ils se foutent de ce que vous allez vous dire après. Si vous allez mourir 10, 15, 20, c'est pas leur problème. De toute façon, ils sont habitués. Ça fait 20 ans, ils comptent 10 millions de morts. Est-ce que vous avez déjà vu une marche pour ça? Est-ce que vous avez déjà vu l'État congolais organiser un mémorial pour eux? Est-ce que vous avez déjà vu l'État congolais revendiquer ces 10 millions de morts? C'est à peine qu'un président vient de le dire. C'est à peine qu'un président signale qu'il y a eu 10 millions de morts. Depuis 20 ans, silence radio. Ceux qui mouraient à l'Est, c'était des gens comme, bon, voilà. Ça servait absolument à rien. Comment voulez-vous que la MONUSCO hésite? Lorsque votre propre police tue, Rossi Manga est décédé, Thérèse Kapangala est décédée, tous ces gens-là ont compris, ils disent, non, écoutez, de toute façon, leur propre police abat les gens. Pourquoi nous, on ne va pas le faire? Ils l'ont fait. En fait, je voudrais tout simplement faire comprendre aux gens que nous avons connu ce qu'on appelle la panne des réflexions. Nous sommes en souffrance. Il y a une panne des réflexions, il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans la cabine de notre vie politique, de notre vie en tant que nation, il y a un fusible qui ne marche pas. Il y a un câble qui a pété. Malheureusement, nous n'arrivons pas à comprendre le câble en question et on s'embrouille comme ça. On est excité, mais en réalité pour rien. Nous n'arrivons pas à faire des examens personnels. On n'arrive pas à faire une remise en question. Tout ce qui paraît comme contradiction est assimilé à l'opposition. Tout ce qui paraît comme une autre idée est considéré comme le fruit de la frustration. Non, tout le monde n'est pas frustré, tout le monde n'est pas mécontent, tout le monde n'est pas opposant. Mais parfois, il faut réfléchir au-delà des choses. Il faut peut-être se prendre un peu de distance et regarder pour dire c'est pas la bonne voie. Et quand on dit que c'est pas la bonne voie, ce n'est pas parce qu'on est contre. C'est pas la bonne voie, c'est parce que nous pensons que cette voie-là, on va retarder les choses. Cette voie-là, on n'aura pas d'une chose. On n'aura pas ce qu'on veut avoir. Donc, la MONUSCO évite des termes comme ça. Je vais vous lire un peu ce que la MONUSCO dit, pour comprendre les rapports, parce que les gens, je ne comprends pas. Le rapport de l'ONU dit ceci. L'armée rwandaise a lancé 2 interventions militaires contre des groupes armés congolais, et des positions des forces armées congolaises depuis novembre 2021 jusqu'en juin 2022. Le premier mensonge est celui-là d'abord. C'est le premier mensonge. Ce n'est pas la première fois que l'armée rwandaise fasse ses aventures sur le sol congolais. Ce n'est pas la première fois, ça n'a pas commencé en 2021. Ça a commencé bien avant. Ça a commencé en 97. Ça a commencé même avant 97. Et puis nous avons connu ça tout le long de notre vie. Donc c'est pas la première fois, c'est un mensonge. Et quand un rapport ment comme ça, je me dis, à quoi sert encore la vérité de cette histoire? C'est totalement faux, il n'y a aucune vérité dans cette affaire. Ça c'est de 1. De 2, ils attaquent les forces armées. Vous savez pourquoi ils le disent? Parce que l'armée rwandaise dit qu'elle attaque les forces armées, puisque les forces armées sont en coalition, en partenariat, ou je veux dire en relation, en intelligence avec les FDLR. Nous savons tous, les Nations Unies savent, l'humanité tout entière sait que les FDLR ont été démantelés à plus de 80%. Et que l'on ne peut pas citer le nombre de morts causés par les FDLR au Rwanda. Sinon, les rapports internationaux allaient le dire. Citez-moi combien il y a le dernier crime ou les dernières exactions du FDLR au Rwanda. Ça date des camps. Silence radio, on ne nous dira pas ça. Donc, lorsque un rapport des Nations Unies vous dit que non, l'armée rwandaise fait des exercices sur votre pays, attaque les forces armées, les quelques positions de forces armées, c'est subtilement accuser les forces armées congolaises d'être en intelligence avec les FDLR. Et ça, personne ne voit ça. Et donc ça dit que Lambiango Bongo, alors Bicho Tokansi que pour Bicho, c'est faux et archi faux, ils ne sont pas pour nous. Ils veulent tout simplement faire comprendre à la communauté internationale et à l'humanité tout entière que non, le Congo serait en train de soutenir l'FDLR. Et pire encore, les Nations Unies cautionnent le fait que, on prend l'hypothèse Nabango, prenons l'hypothèse des Nations Unies. Ce qui veut dire, le Rwanda, lui les Rwandais, a le droit d'entrer sur le sol congolais pour attaquer les forces négatives qui menacent sa sécurité intérieure. Et pire encore, le Rwanda est en position
et a raison d'attaquer un groupe, je veux dire d'attaquer l'armée congolaise, une armée d'un pays souverain, parce que le pays en question suppose, présume que l'armée de ce pays-là est en connivence avec des rebelles. Vous comprenez? Donc c'est normal pour eux. Mais ce n'est pas normal pour nous, Congolais, d'aller poursuivre le M23 au Rwanda, puisque nous considérons que le M23 est une force rwandaise qui menace le sol congolais. Ou alors, c'est une force congolaise, on va dire, des groupes armés congolais, qui généralement, quand on le pourchasse, ils se retrouvent au Rwanda. Alors, réfléchissons. Pourquoi c'est possible pour le Rwanda d'attaquer les rebelles rwandais sur le sol congolais et ça serait impossible pour les Congolais d'attaquer des rebelles congolais sur le sol rwandais? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Et ça, toutes les intelligences des Nations Unies et des gens qui composent les Nations Unies se taisent tout de suite. Non, la vraie raison, c'est que on est depuis un certain temps en train de vouloir disculper le Rwanda. On est en train de vouloir disculper même le M23. Voilà pourquoi ils ne parlent pas des actes terroristes. Ils hésitent de parler des actes terroristes. Ils ne veulent pas. Puisque s'ils parlent des actes terroristes, ils seront obligés de condamner ces gens-là, d'appeler la CPI et tout le reste, ils vont le faire. Et s'ils arrivent à le faire, tous ces gens du M23 vont dénoncer. Et quand ils vont dénoncer, on va tomber dans une situation où les noms vont être cités, où les implications se vont remonter à des niveaux très importants. Et pour éviter tout ça, il faut pas parler des terroristes. Il faut reconnaître à ces groupes-là, ou à ces gens-là, une certaine légitimité de leur défense. Et le Rwanda, maître de l'œuvre, en parle sans problème. Il dit non, c'est un problème congolais. C'est un problème congolais parce qu'il y a des gens qui sont... Et ça, c'est ce qui est grave dans ça. Alors, si vous voulez que je fasse comme tout le monde, on va saluer les rapports. On va dire, bon, c'est bien. Mais excusez-moi de vous le dire, les rapports n'est qu'un pas. C'est vrai que le rapport n'a jamais, les Nations Unies n'ont jamais eu le courage, ne serait-ce que de pousser un peu le pion, comme ils l'ont fait maintenant. Mais c'est pas suffisant. Donc pour eux, intervention militaire remplace occulte agression, occulte occupation, occulte invasion. Donc pour eux, il ne faut pas parler d'invasion. Il ne faut pas parler comment on appelle ça, d'agression. Il ne faut pas parler de ces choses-là. Il faut éviter de parler de ça, puisque ça va heurter certaines consciences. Et c'est ça qui est très dangereux. Donc voilà pourquoi moi, personnellement, je me dis, faisons très attention. Ici, le plus important, c'est de considérer le fait que nous n'avons rien à attendre de la MONUSCO. Mesdames et messieurs, nous n'avons rien à attendre des Nations Unies. Les Nations Unies n'ont sécurisé aucun pays dans le monde. Aucun pays. Citez-moi un seul pays que vous connaissez qui a été sécurisé par les Nations Unies. Ça n'existe pas, cette histoire. C'est une chimère, c'est une illusion. Excusez-moi de vous dire, c'est une illusion. Ça ne vous aidera jamais. Par contre, c'est un pays qui lui-même prend ses propres responsabilités et arrive à trouver ses propres solutions. Et moi, je suis en train, depuis un certain temps, de réfléchir sur comment on peut se protéger. Je le dis, je continue à le dire. Nous avons trois types de personnes dans ce pays. Il y en a qui pensent que c'est impossible de faire quoi que ce soit et que cette situation convient. Il y en a qui pensent qu'on peut aller, mais pas vraiment à un certain niveau, puisque voilà, il y a la communauté internationale, il y a les Nations Unies, il y a les forces internationales, ainsi de suite, on ne pourra pas. Et puis il y a d'autres qui estiment qu'on peut changer les choses. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut changer les choses. Mesdames et messieurs, je vais vous dire ceci. Vous voyez ce livre, mais ce livre, je ne sais pas comment je peux comprendre ces choses. Je suis allé à Dubaï. Et quand je suis allé là-bas, parce que moi, généralement, quand je vais dans un état, ou dans un pays, ou dans une ville, je cherche deux choses principalement. Les eaux et la bibliothèque. C'est les deux choses que j'essaie de fréquenter en premier. Là où on vend les livres, et là où, tout ça. Et donc, je suis allé voir où on vendait ces trucs. Et malheureusement, quand je parle pas anglais, il y avait beaucoup de choses en anglais que je pouvais pas trouver parce que je parle pas. C'est assez compliqué pour moi, l'anglais. Donc, je suis tombé sur le livre de l'histoire du prince de Dubaï. Mais il raconte ici comment ça se passait chez eux. Et il n'y a pas, il y a pas longtemps. Mais il n'y a pas longtemps, excusez-moi de vous le dire. C'est pourquoi nous nous tuons à dire au président de la République, nous nous tuons à interpeller la conscience collective, on se tue à faire comprendre aux gens que le paradigme tel que nous avons trouvé,
Ce paradigme ne va pas nous aider. Il faut le changer. Je vous le dis, mesdames et messieurs, tout ce que vous allez faire sans changer le paradigme, ça sera du cosmétique. On va faire un pas là où on pouvait faire 10 pas. On perdra beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Tout simplement parce que le paradigme sur lequel nous voulons bâtir notre pays est faussé et il est mauvais. Il faut le changer. Comment ça se passe avec Mohamed Bin? D'abord, vous connaissez tous d'où il vient. C'est la famille Al-Maktoum et c'est une très grande famille puissante. Le père, le cheikh, lui, quand il commence à comprendre qu'il avait des difficultés de parler anglais, il explique bien évidemment dans ses livres Mon Histoire. Mohamed Rachid estime que, le père d'abord, le cheikh, Al-Maktoum, estime que lui, il a des difficultés de parler anglais. C'est très difficile pour lui. Il dit non, mon fils, tu vas aller en Angleterre apprendre. Et donc, je vais faire un autre chose, je vous parlerai vraiment de ce livre, ça sera un autre jour, mais là, je prends juste un exemple. Il envoie son fils aller étudier en Angleterre. Et son fils fait l'armée en Angleterre. Pendant que le fils d'Al-Maktoum, lui-même Al-Maktoum, fait les études au Royaume-Uni, le pays, vous savez, les Émirats, gouvernés par le Royaume-Uni. L'Angleterre, finalement, est là. Toute l'armée, la défense, la sécurité, la police et bien d'autres choses. Et lui, quand il rentre du pays, il a la responsabilité de refaire l'armée. Il dit à son père, et bien évidemment, quand il voulait unir l'unification des Émirats, on dira aussi que le Qatar ne voulait pas, bon, on en parlera plus tard, mais en tout cas, Abu Dhabi et Dubaï s'étaient mis d'accord, d'abord pour commencer. Voyez-vous? Et lui, il avait la responsabilité de refaire l'armée. Il n'a que 19 ans. Quand il a la responsabilité, la lourde responsabilité d'être ministre de la Défense et même gérer le pays tout entier. On va dire l'armée. Et ce qu'il dit dans ce livre, il dit que quand il arrive, il se rend compte que comment nous allons faire pour changer le paradigme sécuritaire et le paradigme de défense. Il raconte ici l'histoire de ce ministre des Affaires de la Défense qui était un Anglais. Qui lui dit, écoute, après avoir fait tes études là-bas, tu n'as pas assez d'expérience, mais c'est moi qui vais gouverner tout ça, et tu donneras des rapports, tu me feras les rapports. Il dit, aussitôt entendu ce ministre dire ça, le lendemain, il a vu des militaires en bas de son immeuble pour lui signifier de partir. Et il est parti, ils ont repris les choses. C'est à nous donc maintenant de comprendre. C'est exactement comme nous ici. C'est à nous de considérer le fait que nous n'avons pas une grande et une forte armée, que nous devons la réformer. Je ne pas la réformer, la refonder. Puisque pour notre armée, il s'agit d'une refonte. Il ne s'agit pas d'une réforme. Puisque la réforme d'une armée suppose que les paradigmes sont bons, suppose que les fondements sont bons. Mais ici, nous avons un problème. Le fondement, déjà, il est mauvais. Le fondement, il est mimé. On est dans un mimétisme. Et c'est pas possible de construire une armée républicaine dans ces conditions-là. Il faut donc refaire la chose. Et quand on passe le temps à vouloir opérer des changements dans l'armée, sans véritablement changer l'âme de cette armée, le corps de cette armée, ça sert absolument à rien. Si vous changez le corps et que l'âme est mauvaise, si vous changez le corps et que l'esprit est mauvais, vous n'avez pas changé les choses. Puisque une armée a un esprit, une armée a une âme. Et lorsque vous êtes touché dans votre âme, et vous êtes touché dans votre esprit, ça ne sert absolument à rien, même si vous avez un corps grand, mais ça ne sert absolument à rien. Et nous devons changer ces choses-là. Voilà la mission que nous devons faire. Mais malheureusement, on n'y travaille pas beaucoup. Et j'ai comme l'impression que ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Pourtant, on peut corriger ces choses-là. Il n'y a que notre armée qui pourra protéger les Congolais. Il n'y a que l'armée congolaise qui pourra protéger les Congolais. Aucun autre pays ne le fera à notre place. Oublions le fait que les Nations Unies vont nous aider. Oublions le fait que la communauté internationale, ou je ne sais pas moi quelle autre puissance, aucune puissance internationale ne pourra nous sortir du bourbier dans lequel on se trouve. C'est nous. Alors nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devons considérer le fait pour nous d'avoir une armée forte comme le seul moyen de survie pour nous. L'éducation permet à mieux défendre votre population, à mieux défendre votre territoire, mais aussi la force, la capacité pour vous de vous sécuriser. Et c'est ce qui nous convient maintenant. Vous n'imaginez pas qu'il est possible. Et moi bizarrement, ce qui m'a fait mal,
J'ai parlé à certaines autorités. On discute avec eux, je leur dis, mais écoutez, est-ce qu'il y a possibilité de fabriquer des armes ici? Mais pour eux, c'était surréaliste. En fait, je vous dis qu'ils n'imaginent même pas une seule seconde cet aspect. Ils disent, non, mais ça va être trop compliqué. Et qui dit ça? Des élites, s'il vous plaît. Ceux qui ont la possibilité, et ceux qui gouvernent ce pays. Ils disent, non, mais c'est très difficile, tu sais, c'est pas possible. Il faut être réaliste. C'est quoi les réalistes, là? Qu'est-ce qu'on vous a dit pour comprendre que c'est ça les réalistes? C'est quoi le réalisme? Qu'est-ce qu'il y a comme réalisme dans ces choses-là? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Ou qu'est-ce qui vous manque à fabriquer des armes? Parce que le jour où vous arrivez, le jour où vous avez ne serait-ce que l'idée de construire un hangar, on dit c'est ici que l'on va finalement commencer à construire des armes. Même lorsque vous n'avez pas encore construit ne serait-ce qu'une seule cartouche, les voisins qui vous entourent ont déjà peur de vous. Un pays qui ne fait pas peur aura peur. N'hésite, n'oubliez pas ça. Si vous ne faites pas peur, vous aurez peur. Puisque la peur, elle est constante, elle est là, elle a besoin d'un corps. La seule façon pour faire peur à la peur, il faut vous-même avoir la capacité de faire peur à la peur. Si vous n'arrivez pas à faire peur à la peur, vous aurez peur de la peur. Et nous sommes en train de vivre la peur. Vous pouvez lire dans les yeux des Congolais, vous pouvez lire dans les yeux des diplomates congolais la peur. La peur, pas seulement du Rwanda, mais la peur de la réaction de la communauté internationale, la peur de la réaction des Nations Unies, la peur de la réaction des États-Unis, la peur de la réaction de tout ça. Et on a tous peur comme ça. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Non. On ne vous demande pas de vous révolutionner un matin, vous vous réveillez, vous dites, bon, on va tout bombarder. Non. On vous dit, vous pouvez faire tous les bras politiques. Vous pouvez utiliser tous les bras. Le bras diplomatique est là, le bras militaire est là, mais surtout les bras de la relève doivent être là. Les bras de la construction doivent être là. Si nous n'arrivons pas, nous n'envisageons pas ça, ça va être très compliqué. Et les projets d'avoir une fonderie d'armes, le projet d'avoir des usines d'armes existe déjà. N'avons-nous pas des ingénieurs? Nous les avons. N'avons-nous pas une capacité productrice? Nous l'avons. N'avons-nous pas de moyens? Nous l'avons. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Si vous n'êtes pas en mesure de faire une arme, de faire, on va dire, une fonderie d'armes, mais traitez avec ceux qui font des armes et qui viennent de le faire chez vous. En fait, le problème ici, c'est à nous de nous décider. Puisque le Botswana, puisque des pays comme Malaisie, Singapour, Chine et les autres, ce pays-là n'ont pas demandé la permission à la communauté internationale. N'ont pas demandé la permission à la communauté internationale, n'ont pas demandé la permission aux États-Unis ou en Angleterre, ou à l'Angleterre ou je ne sais pas moi quelle autre puissance pour se libérer. Ils ont cheminé eux-mêmes. La Chine, vous le savez, pas besoin de vous rappeler ce qu'a été la Chine avec Mao. Mao estime que son pays est malade. Mao estime que son pays est troublé et qu'il faut le reconstruire. Mao ferme les frontières. Mais Mao ferme les frontières pour l'entrée, pas pour la sortie. C'est en cette période-là que les jeunes Chinois sont allés apprendre ailleurs. Mais combien nous envoyons nos enfants à l'extérieur pour aller étudier? Combien nous... Est-ce que nous considérons les faits, les côtés impératifs de notre réplique? C'est à nous de considérer le fait. C'est pourquoi moi je me dis, essayons de comprendre qui nous sommes. Essayons de comprendre le jeu que nous allons jouer dans l'international. Sinon, ça va être très compliqué. J'ai apporté autant de livres aujourd'hui pour en discuter, mais je crois que je vais le faire dans une autre émission, dans un autre numéro, et ça sera certainement intéressant. On ne va pas nous arrêter. Ce que la MONUSCO a pu faire, c'est inadmissible. Ce que nous avons obtenu est déjà bien. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Ce que la MONUSCO a eu à faire, on va dire c'est bien. Ça va. On peut continuer maintenant. Mais allons un peu plus loin. Puisque si nous n'arrivons pas à comprendre ces choses, excusez-moi de dire que ça va être très compliqué. Je vous donne un autre fait, parce que je crois que c'est important de le dire. De quel droit la MONUSCO peut briser les frontières? Briser la barrière? De quel droit? Est-ce que vous voyez une mission d'observation se comporter comme ça? Aller jusqu'à forcer une barrière. Une barrière qui est le symbole de la souveraineté d'un État. Un État qui vous a accueilli. Mais c'est un manquement de respect grave.
Mais très grave. Et on ne peut pas le concéder, on ne peut pas concevoir ça comme ça. Mais ils entrent, ils violent le territoire congolais et puis ils partent. Laissant des morts après, derrière. Et tout ce qu'ils disent, nous regrettons, on regrette. Ok, très bien, vous regrettez. Et tous ceux qui sont tombés, on fait comment avec eux? Leurs familles font quoi? Comment ça se passe? Qui va indemniser tout ça? Les enfants, les orphelins de ces gens-là, qui va les scolariser? Comment ça va se passer? Les veuves, qui va en prendre soin? Est-ce que vous comprenez toutes ces questions? Mais on n'a pas parlé. On n'en parle pas. Non, je crois et je considère qu'il est important pour nous de comprendre qui nous sommes. N'attendons rien de la MONUSCO. J'ai même entendu certains opposants dire il est temps de chasser la MONUSCO. Le problème n'est pas de chasser la MONUSCO. Non. Le problème, c'est de montrer à la MONUSCO qu'elle ne sert absolument à rien. Surtout, pour arriver à montrer à la MONUSCO qu'elle sert à rien, nous devons travailler à l'intérieur. Malheureusement, ceux qui ont conduit ce pays jusque-là, ceux qui ont dirigé ce pays pendant autant d'années, n'ont pas mis en place des structures pouvant développer un pays. Mais ici, ça ne sera pas le moment pour moi de les attaquer, de les condamner, voilà, non, c'est pas mon truc maintenant. Il faut voir autre chose maintenant. Il faut comprendre que la nécessité, c'est de trouver un moyen de s'en sortir. De sortir de ces paradigmes. Et ici, la véritable raison, en fait, il ne faut pas perdre d'esprit que c'est un enjeu économique là-bas. C'est des multinationales qui utilisent voilà, on sait tous comment ça se passe. Mais maintenant, la solution ici, c'est le travail sur nous-mêmes. Tous les schémas ont été échoués. Il y a eu même des rapports plus accablants que le rapport Mamping. Mais personne n'en parle, personne n'a le courage d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de tel, on a peur de tel autre. Et c'est très compliqué. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oubliez-moi, Daimana, Shido, Tweneleye, na Kimya, Panapiko, na Mosala, Totonga, Moka, Kulika, Kitoko, na Kimya, Panakungo, Toye Mali, Loye Bolonde, Neyalisa.